pour se passer de ce geste et ne plus fumer. Nous avons choisi de suivre 3 femmes qui ont opté pour 3 méthodes différentes. La première, c'est Mégane Boulard, 30 ans, dont 15 ans comme fumeuse. Là, je dirais que je suis à peu près entre 12 ou 14 cigarettes par jour. Vous avez déjà essayé de vous arrêter? J'ai déjà essayé à plusieurs reprises et malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Mégane Boulard a commencé un travail avec un tabacologue pour prendre conscience de sa dépendance. J'ai un petit carnet. Chaque jour, quand je prends une cigarette, je dois noter si c'est une situation, une émotion, noter l'heure. Ça aide à vraiment l'avoir sous les yeux et se dire, ah oui, en effet, c'est même pas de l'envie en fait, c'est vraiment de l'automatisme. Sa thérapie consiste à remplacer ces automatismes par un rejet conscient de la cigarette. Bonjour Mégane, comment allez-vous? Cela s'appelle une thérapie comportementale et cognitive, une TCC. Ce jour-là, elle a son 3e et dernier rendez-vous avec un spécialiste pour cette fois arrêter les cigarettes. En fait, je me suis rendu compte qu'elles m'apportaient rien. Vous avez vu la puissance de l'automatisme. Vous vous êtes rendu compte qu'elle ne servait à rien en fait. Le spécialiste propose alors des stratégies pour résister aux envies de fumer. Je vous ai aussi parlé du brossage des dents. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça peut être pas mal. Le brossage des dents, c'est une dissociation salivaire. Mon job consiste à aider les fumeurs à sortir des pensées erronées, à être habités par la conviction que fumer ne sert à rien. Les patients ne sont pas libérés de leur addiction tout de suite. Ils sont prêts à être libérés. En fait, un fumeur doit réapprendre à vivre sans fumer. Coût des 3 séances, 480 €. Cette thérapie est reconnue par la Haute Autorité de Santé pour son efficacité chez certains patients. C'est une cérémonie d'adieu à la cigarette et je vous propose d'y aller directement. Après ce geste, elle ne devra plus fumer. Ici. Et bien voilà, une fumeuse de plus libre. Une autre thérapie non médicale connaît un certain succès. Nous allons faire ensemble de l'hypnose. C'est la méthode choisie par Muriel Baron. Elle avait arrêté de fumer pendant 15 ans et elle a repris au moment du Covid. Je sens que ça dérape. Parce que là, vous êtes à combien par jour? Je mets un paquet, à peu près. Espèce de réflexe, enfin. Mais voilà, donc aujourd'hui, faut que ça s'arrête. Relâchez les paupières. Vous respirez cet air gorgé de lumière et d'oxygène. L'hypnose fonctionne par image. Quand vous dites cigarette, si la première image qui lui vient à l'esprit, c'est une espèce de cendrier froid, plein de mégots infects, avec une odeur de tabac froid répugnante, c'est là le côté presque magique de la chose. Il n'y a plus vraiment d'effort à faire. Parce que la personne, sincèrement, va vous dire, finalement, ça ne me dit plus rien. Faute de recherche de long terme, l'efficacité de l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement. Elle n'est donc pas remboursée par la sécurité sociale. Mais elle peut fonctionner pour certains patients. Muriel Baron a déboursé 350 €. Elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Muriel, avez-vous envie d'une cigarette, dites-moi? Eh bien, ça me fait plaisir. J'espère que ça va marcher. Ouais. Et là, je suis un peu zen, quoi. Mais bon, on verra. Hein. Je croise les doigts. Notre 3e témoin, Marina Glorieux, a préféré se tourner vers l'hôpital. Bonjour, Madame Glorieux. Oui. À la différence des 2 autres méthodes, cette consultation est remboursée par la sécurité sociale. Là, j'ai besoin d'être accompagnée pour le faire correctement. Oui. En diminuant petit à petit et que ce soit définitif. Avant toute chose, l'infirmière tabacologue l'aide à formuler ses besoins et ses objectifs. Puis elle lui prescrit des pastilles à acheter en pharmacie. L'intérêt, c'est d'avoir un apport en nicotine sur un moment donné. Ça peut, sur le moment, vous soulager, vous faire un apport en nicotine. C'est très difficile de s'arrêter sans rien. C'est compliqué aussi parce que ça peut déclencher le sevrage tabagique, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'agacement. Et donc, l'utilisation des substituts nicotiniques permet quand même de réduire tous ces symptômes. En plus des gommes, Marina Glorieux est autorisée à utiliser une cigarette électronique si elle en ressent le besoin. Bonjour, Marina. Salut. 3 mois plus tard, nous les avons réunies. Ont-elles gagné leur pari? Eh ben, merci. J'ai pas repris. Super. Ça a marché. Ouais. Ça va faire 3 mois là dans 2 jours. Ok, top. J'ai arrêté de fumer donc la cigarette. J'ai encore un petit peu la cigarette électronique. Toutes ont réussi. Fini le tabac. Même si les premiers jours de sevrage n'étaient pas évidents.
En fait, j'ai quand même compensé pas mal par la nourriture. Hein. Il y a une vague assez violente la première semaine. Pour gérer ses émotions, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je me sentais beaucoup plus tendue, beaucoup plus sur les nerfs. Et j'ai eu la chance d'être pas mal entourée. Et je pense que ça m'a aidée. Aujourd'hui, elles vont mieux, et pas seulement physiquement. Écoute, moi, je me sens libre. Je me sens plus libre. Oui, tu vois. Du coup, comme tu disais, on est super fiers de nous. Ouais. Et ça nous redonne un peu de C'est confiance. ça te rebooste. Je suis capable de ça, donc je suis capable de plein de choses. en fait. C'est vrai. Une confiance précieuse pour tenir dans la durée, pour que la cigarette ne soit plus qu'un lointain souvenir. Ce témoignage très rare à présent, celui de Sandrine, 48 ans, des mois qu'elle se bat contre son addiction à l'alcool et elle a accepté que nos caméras la suivent pendant 6 mois lors d'une cure de désintoxication. Un chemin difficile, vous allez le voir, qu'elle affronte avec courage. Reportage poignant de Yannick Sanchez et Lynn Multari. Ça sera fini tout ça. C'est le premier jour du reste de la vie de Sandrine. Je buvais au minimum 3 bouteilles de vin par jour à la fin. Alcoolique depuis 5 ans, elle s'apprête à partir en cure. Je fais du vide. Et quand je rentrerai de cure, il n'y aura plus de bouteilles chez moi. Ranger, trier, faire ses valises. Des gestes du quotidien devenus pour Sandrine des épreuves. Mes lunettes, je les ai mises. Les lunettes de soleil aussi. Ah, les chaussures de sport. Faire une valise, pour moi, c'est très compliqué de me projeter, de savoir ce qu'il faut prendre. Ça fait 5 ans que j'essaye, que j'échoue, mais là, je pense que ça va être la bonne. Je le souhaite véritablement. Avant, Sandrine était sportive, toujours en vadrouille. Elle travaillait comme éducatrice spécialisée et suivait une formation d'acupuncture. La fin d'une relation toxique l'a plongée dans l'alcool. Elle est désormais suivie au service d'addictologie du professeur Bruce, des soins pris en charge par la sécurité sociale. Bonjour madame, bienvenue chez nous. L'alcool, c'était quotidien, cet alcool? Ouais. Avec des alcools forts plutôt ou pas forcément? Les bières fortes. Ouais, Bon, en grande quantité quand même. d'accord. Sur toute la journée, plutôt le Toute la soir? journée. À partir du moment où j'ai arrêté de travailler, je buvais même plus mon café. Ah, Ouais, là, je suis vous fatiguée, aviez? très Ouais. très fatiguée, Ça se voit. physiquement et moralement. Bon, bah, on va remonter ça. Ah ouais. Non, on va y arriver. Pendant 6 mois, nous avons suivi Sandrine. C'est haut, c'est bas, à travers les vidéos qu'elle nous a partagées, son journal de bord. J'ai des courbatures comme si j'étais malade, des sueurs, des palpitations. C'est un moment désagréable. Je sens que ça bouge, hein. C'est pour ça que j'en ai bavé là, cette dernière semaine. Mais là, je retrouve de l'espoir et de l'énergie. J'ai pensé à l'alcool, j'avais envie d'une bière, surtout avec le soleil. Et je ne l'ai pas fait. Pour éviter la rechute, Sandrine participe à toutes sortes d'ateliers, des activités manuelles, du sport, Je souffle en montant. et des séances de psychologie de groupe obligatoires. Thème du jour, apprendre à gérer ses émotions. Est-ce que vous savez le sujet de ce matin? C'est quoi le risque à garder tout à l'intérieur? D'exploser. D'exploser, de se faire du mal. Oui, et je peux me faire du mal. De consommer. Quand on a beaucoup conditionné le cerveau à dès que je suis triste, je consomme pour apaiser ça, le cerveau, lui, il a cette habitude-là. Objectif, décoder ses émotions pour vaincre les tentations, partager son expérience, rompre l'isolement. Il y en a qui ont encore beaucoup d'envie, là, ici, aujourd'hui? Ouais, il y a encore pas mal d'envie. J'ai eu des périodes d'abstinence. Quand j'ai repris, j'en prenais plus qu'avant. Ma mère m'a toujours dit quand on veut, on peut. Moi, je lui dis quand on veut, on peut pas toujours. Je suis une maladie de merde. Une maladie de merde. On est d'accord. Et qui est très mal comprise aussi, souvent par la société, par les autres. Une incompréhension de l'entourage, car l'alcoolisme n'est pas toujours perçu comme une maladie. C'est une maladie parce que ça change vraiment le fonctionnement du cerveau.
Alors, si on fait un IRM d'un cerveau non addict et d'un cerveau addict, c'est pas la même chose qui se joue dans le cerveau, vraiment. Donc il y a un vrai changement. Et c'est ce qui fait, quand les patients ont dit tout à l'heure, quand on veut, on peut, et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au fil des semaines, Sandrine retrouve le moral. Elle profite de permissions pour renouer avec ses promenades dans la nature. Il fait beau. Je vais essayer de faire des marches et de retrouver une dynamique. Mais vers la fin de son séjour, l'équilibre vacille. Sandrine rechute. Donc là, aujourd'hui, c'est la première fois où je reconsomme de manière incontrôlée, on va dire. J'aurais pas dû boire. De retour en cure, Sandrine doit faire le point avec le professeur Brousse. On sait que ce sont des maladies qui rechutent. On dit pour arrêter de fumer, il faut arrêter 5 fois. Pour toutes les addictions, c'est en moyenne vrai qu'il faut, pour un certain nombre de patients, revenir plusieurs reprises. Mais il ne faut jamais se décourager, il faut toujours accompagner parce qu'à un moment donné, ça finit par payer. Des fois, ça prend du temps, on voit revenir les patients, on se connaît. Finalement, c'est un parcours de vie qu'on fait ensemble, mais je pense que c'est aussi ce que sont les maladies qu'on soigne. Merci, parce que tout le monde n'a pas le même discours. Hein. Ici, seuls 30% des patients sortis d'une première cure ne rechutent pas. Sandrine, elle, en est à son 3e coup d'essai. Ouais, mais tu vois, 6 semaines, ça passe vite. Je suis à ma 10e cure. Et moi, 7e. J'essaye d'arrêter de culpabiliser, quoi. C'est une maladie chronique, comme il a dit. Sandrine, elle tiendra. Merci, Joël. Hein? Merci. Non, je t'en prie. Le sommet est encore loin, mais Sandrine a repris l'ascension. Elle a prolongé son séjour au centre de 6 semaines supplémentaires, 2 mois d'abstinence, un pas après l'autre. Et merci à Sandrine d'avoir accepté qu'on la filme ainsi. On revient sur l'information principale de la journée, les premières annonces de Sébastien Lecornu sur le budget 2026 face à cette deuxième journée syndicale de mobilisation, la 3e depuis le début de l'année. On en parle avec la présidente de l'Assemblée nationale. Bonsoir Yaël Braun-Pivet, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 3 questions à vous poser ce soir. D'abord, élargir la prime Macron, les heures supplémentaires défiscalisées, annoncer des baisses d'impôts qui toucheront 5 millions de foyers. C'est ça la grande rupture promise par Sébastien Lecornu? Ce qui est sûr, c'est qu'on a un Premier ministre qui est à l'écoute de ce qui se passe